Avez-vous déjà pensé que certaines lettres pouvaient traverser le temps et changer une vie entière, même des décennies après avoir été écrites? En juin 1915, dans la boue de Verdun, un photographe capta un soldat français en train d'embrasser une lettre avant de partir au combat. Rien d'extraordinaire, pensait-on. Mais 20 ans plus tard, cette même lettre réapparut dans une petite ville de Bourgogne et bouleversa tout ce que l'on croyait savoir sur l'amour, la mémoire et la guerre. Que contenait-elle? Et pourquoi avait-elle mis 20 ans à arriver? Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique inspirée de faits réels, où une simple lettre a défié le temps et la mort. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez les histoires vraies qui nous font réfléchir, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle d'un soldat et d'une femme, c'est celle de toutes les personnes qui ont attendu une réponse, un signe, une lettre qui n'est jamais venue. Cette photo existe vraiment. Elle se trouve aujourd'hui dans une petite boîte en bois de cerisier, sur la table de nuit d'une vieille dame de 89 ans, qui vit à Dijon. C'est l'arrière-petite-fille d'Élise Fournier. Et si vous regardez attentivement cette image jaunie par le temps, vous verrez un soldat français, agenouillé dans la boue de Verdun, pressant une lettre contre ses lèvres. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette lettre mettra 20 ans à atteindre sa destinataire. 20 ans après la mort de l'homme qui l'embrasse sur cette photo. Juin 1915. Le photographe du journal L'Illustration cherchait une image qui symboliserait l'espoir au front. Il pensait avoir capturé un moment de foi et de courage. Il ne savait pas qu'il venait de photographier un homme en train de dire adieu à la seule personne qu'il ait jamais aimée. Un homme qui savait qu'il mourrait le lendemain. Le soldat s'appelait Adrien Morel. 27 ans. Relojoeiro à Dijon, avant que la guerre ne transforme ses mains habituées au mécanisme délicat en mains qui tenaient désormais un fusil Lebel. Des mains qui tremblèrent maintenant constamment, pas de peur, mais de ce que les médecins militaires du Val-de-Grâce appelleraient plus tard le shell-shock. Les archives du 287e régiment d'infanterie conservées à Vincennes mentionnent son nom parmi les hommes qui ont servi à Verdun. Mais elles ne disent pas qu'Adrien Morel n'était pas un héros. C'était un lâche qui s'était engagé uniquement parce que les femmes de Dijon regardaient avec mépris les hommes qui restaient. Élise Fournier avait 23 ans en 1915, fille du boulanger de la rue Monge. Elle travaillait maintenant 16 heures par jour dans l'usine de munitions Schneider. Ses mains autrefois douces étaient maintenant jaunes à cause de la poudre. Elle avait perdu l'enfant qu'elle portait 3 mois après le départ d'Adrien, seule, sans même pouvoir lui écrire cette nouvelle qui l'aurait détruit. Les lettres du front arrivaient déchirées, censurées, des paragraphes entiers noircis par les officiers. Mais elle les gardait toutes, même celles où Adrien, dans sa rage, l'accusait de danser avec d'autres hommes pendant qu'il mangeait des rats dans les tranchées. C'était vrai d'ailleurs, elle avait dansé, une fois, à la fête des moissons de septembre 1914, avec Marcel, le fils du boucher. Un homme qui avait été réformé à cause d'un pied-botte et qui la regardait avec des yeux qui ne connaissaient pas l'horreur. Elle s'était laissée tourner pendant une valse, juste une, avant de s'enfuir en pleurant. Le lendemain, elle avait brûlé 3 lettres d'Adrien dans un accès de culpabilité et de rage mélangées. Mais revenons à cette photo, à ce moment précis capturé pour l'éternité. Verdun, 15 juin 1915, 14h37 selon le rapport militaire. Adrien est agenouillé près d'un trou d'obus transformé en mare de boue et de sang. La lettre qu'il presse contre ses lèvres, il vient de la terminer. Elle commence par les mots qu'il écrivait toujours. Je compte les heures comme on compte les battements du cœur. Mais cette fois, il a ajouté quelque chose que personne ne lira avant 20 ans. Derrière lui, invisible sur la photo, son ami Pierre Duchamp agonise depuis 3 heures, les intestins à l'air. Les infirmiers n'ont plus de morphine depuis 2 jours. Pierre supplie qu'on l'achève. Adrien continue d'écrire, continue d'embrasser cette lettre, parce que s'il s'arrête, il devra regarder Pierre dans les yeux. Il devra entendre ses cris qui ne ressemblent plus à rien d'humain.
Le photographe prend la photo. Le flash illumine un instant ce tableau d'horreur transformé en symbole d'espoir. Dans 2 heures, Adrien aidera Pierre à mourir en lui donnant tout le laudanum qu'il gardait pour lui-même. Dans 24 heures, Adrien sera mort, déchiqueté par un obus de 75 tiré par erreur par sa propre artillerie. Une erreur qui sera cachée dans les rapports officiels. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour comprendre comment cette lettre embrassée sur cette photo mettra 20 ans à arriver, comment elle changera la vie d'une femme qui aura passé 2 décennies à se haïr d'avoir survécu, nous devons d'abord revenir 6 mois en arrière, au moment où Adrien Morel, les mains encore stables, fermait pour la dernière fois sa boutique de réparation de montres, au moment où il a donné à Élise une petite engrenage de montre montée en pendentif, au moment où il lui a menti en disant qu'il reviendrait. Décembre 1914. Dijon sous la neige. Dans l'atelier de la rue Verrerie, Adrien Morel répare une montre de poche appartenant au colonel Bertrand. Ses mains ne tremblent pas encore. Elles ne connaissent pas encore la sensation du fusil qui recule, de la baïonnette qui s'enfonce dans un ventre. Le colonel le regarde travailler en silence, puis lâche la phrase qui changera tout. Les hommes qui ne s'engagent pas sont des lâches. Votre fiancé doit avoir honte. Adrien lève les yeux. Par la fenêtre, il voit Élise qui traverse la place. Elle porte le manteau bleu qu'il lui a offert. 2 femmes la montrent du doigt en chuchotant. Il sait ce qu'elles disent. Que son fiancé est un planqué, un froussard. Que Marcel, le fils du boucher, au moins il a une excuse avec son pied-botte. Mais Adrien qui a 2 jambes valides et qui préfère réparer des montres plutôt que défendre la France. Cette nuit-là, Élise trouve Adrien assis dans le noir de son atelier. Il a bu. Elle ne l'a jamais vu boire. Il lui raconte que son père s'est pendu quand il avait 7 ans, qu'il l'a trouvé dans cette même pièce, suspendu à la poutre principale, que depuis, il compte les heures pour ne pas penser aux secondes où son père a suffoque. Elle le prend dans ses bras et pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, elle le sent pleurer. Des sanglots silencieux qui secouent tout son corps. Je ne suis pas courageux, Élise. Je suis terrifié par le sang, par la mort. Je ne suis pas l'homme que tu crois. 3 jours plus tard, il s'engage. Le bureau de recrutement de Dijon note dans ses registres, conservés aujourd'hui aux archives départementales de la Côte d'Or, Morel, Adrien. Né le 12 mars 1888. Profession, horloger. Affectation. 287e, régiment d'infanterie. Apte au service. Le médecin militaire qui l'examine note une particularité. Excellente vue. Main extraordinairement stable. Parfait pour tireur d'élite. Janvier 1915. La gare de Dijonville. Élise porte la petite engrenage qu'Adrien lui a donnée. C'est une pièce de montre Vacheron Constantin de 1889, l'année de leur naissance à tous les 2. Elle l'a montée sur une chaîne. Le quai est noir de monde. Des mères qui pleurent. Des enfants qui ne comprennent pas. Des femmes comme elle qui sourient en se déchirant à l'intérieur. Adrien monte dans le wagon. Il se retourne une dernière fois. Élise lève la main. C'est à ce moment qu'elle sent quelque chose se briser en elle. Une certitude froide comme l'acier. Il ne reviendra pas. Elle le sait avec la même évidence qu'on sait que l'hiver suit l'automne. Mais elle continue de sourire, continue de faire signe. Le train s'éloigne dans un nuage de vapeur noire. Le soir même, elle commence à écrire sa première lettre. Elle ne lui dira jamais qu'elle est enceinte. Elle ne lui dira jamais qu'elle a perdu l'enfant 3 mois plus tard, seule dans sa chambre, mordant un morceau de cuir pour ne pas crier et alerter les voisins. Les lettres du musée de la Grande Guerre de Meaux conservent une de ces missives datée de mars 1915. L'encre est délavée par endroits. Les historiens pensent que c'est l'humidité. C'était des larmes. Février 1915. Première lettre d'Adrien depuis le front. La censure a noirci la moitié du texte. Ce qui reste parle du froid, des poux. D'un camarade nommé Pierre qui partage son pain. Il ne dit pas qu'il a déjà tué 3 hommes. Que le premier était un Allemand de peut-être 18 ans qui l'a regardé avec surprise quand la baïonnette est entrée. Qu'il a vomi pendant 1 heure après. Que maintenant il ne vomit plus. Mars 1915.
Élise travaille à l'usine de munitions. Ses mains sont tachées de jaune. La poudre lui brûle les poumons. À côté d'elle, Marie Duport, 17 ans, s'effondre. Intoxication. Elle meurt en crachant du sang jaune. Le contremaître fait enlever le corps et crie « On continue pour nos hommes au front !» Élise continue. Elle pense à Adrien qui compte peut-être sur l'obus qu'elle est en train de remplir. Avril 1915. Tranchée près de Verdun. Adrien ne dort plus. Quand il ferme les yeux, il voit le visage du garçon allemand. Pierre lui donne du laudanum volé à l'infirmerie. Juste assez pour tenir. Juste assez pour continuer à écrire à Élise. Ses lettres commencent toujours pareil. Je compte les heures comme on compte les battements du cœur. C'est devenu son mantra. Sa façon de rester sain. Mai 1915. La photo sur le journal L'Illustration arrive à Dijon. Élise la découpe soigneusement. C'est Adrien. Elle reconnaît la façon dont il penche la tête quand il se concentre. L'article parle d'héroïsme et de foi. Elle sait que c'est un mensonge. Elle connaît ce geste. C'est celui qu'il faisait quand il avait peur et qu'il ne voulait pas qu'elle le sache. Et maintenant, alors que nous approchons du moment crucial, du moment où tout va basculer, laissez-moi vous dire un secret que même Élise ne savait pas. Adrien avait vu son nom sur une liste, par erreur. Un officier négligent avait laissé traîner l'ordre d'attaque du lendemain. Première vague. Ceux qui sortiraient en premier des tranchées. 90% de pertes attendues. C'était un calcul froid inscrit en marge. Acceptable. 15 juin 1915. 5 heures du matin. Adrien n'a pas dormi. Dans 4 heures, il mènera la première vague d'assaut. Il le sait. Les autres ne le savent pas encore. L'ordre sera donné à 8 heures. Il a vu la liste hier soir par accident. Ou peut-être pas par accident. Peut-être que le lieutenant Moreau, qui a une fille de l'âge d'Élise, a volontairement oublié ce document sur la table. Peut-être qu'il voulait qu'Adrien sache. Qu'il ait le temps de... Quoi? De prier? D'écrire? Adrien écrit. Sa main tremble mais pas de peur. C'est le shell-shock qui empire chaque jour. Pierre dort à côté de lui. Pierre qui ne sait pas qu'un éclat d'obus lui ouvrira le ventre dans 6 heures, qui mettra 3 heures à mourir en suppliant. Les archives médicales du Val-de-Grâce décriront plus tard ses blessures comme incompatibles avec la survie mais ne mentionneront pas les cris. Jamais les cris. Ma chère Élise. Non. Il barre. Recommence. Élise. Si cette lettre t'arrive, c'est que je n'ai pas survécu. Il regarde ces mots. Simple. Vrai. Il continue. Mais sache que mourir en pensant à toi, c'est vivre encore. Il veut écrire plus. Lui dire pour le garçon allemand qui l'a tué. Lui dire qu'il sent encore la résistance de la chair sous la baïonnette. Lui dire qu'il est devenu quelque chose qu'elle ne pourrait plus aimer. Mais il ne le fait pas. 7 heures. Le photographe de l'illustration arrive. Il cherche des images pour remonter le moral à l'arrière. Des images d'espoir, de courage. Adrien est agenouillé près d'un trou d'obus. Il tient sa lettre. Le photographe le voit. Parfait, pense-t-il. Un soldat en prière. Un soldat qui embrasse une image sainte peut-être, ou une photo de sa bien-aimée. Il prend la photo. Le flash éclaire un instant le visage d'Adrien. Sur ses lèvres, pas une prière. Juste le papier qui a le goût de l'encre et de la peur. 8h15. L'ordre arrive. Première vague dans 15 minutes. Adrien glisse la lettre dans sa poche de poitrine. La même où il garde la photo d'Élise. Cette photo prise le jour de ses fiançailles. Elle porte une robe blanche. Elle sourit. Elle ne sait pas encore que 3 mois après cette photo, elle perdra leur enfant seul dans le noir en mordant du cuir pour ne pas crier. 8h28. Pierre se tourne vers Adrien. « J'ai peur », dit-il simplement. Adrien lui ment. Moi aussi. Mais ce n'est plus de la peur qu'il ressent. C'est une certitude glaciale. Dans 2 minutes, il sortira de cette tranchée. Dans 10 minutes, il sera mort. Il le sait comme on sait que le soleil se lève à l'est. 8h30. Le sifflet. Adrien se lève.
Autour de lui, des hommes crient. Certains pleurent, certains prient. Il court. La lettre dans sa poche bat contre son cœur. 100 mètres devant lui, les mitrailleuses allemandes. Il compte ses pas comme il comptait les heures. 1, 2, 3. À côté de lui, Marcel tombe. Pas le Marcel de Dijon. Un autre Marcel, de Lyon, qui parlait toujours de sa petite sœur. 8h32. Pierre est touché. Adrien le voit tomber. Se retourne. Non. Continue. L'ordre est de continuer. Toujours continuer. Mais Pierre crie. Pas son nom. Celui de sa mère. Maman. Comme un enfant. Adrien fait demi-tour. La balle qui devait le tuer passe là où il aurait dû être. Elle tue François à la place. François qui collectionnait les boutons. Pierre agonise. Ses intestins sortent de son ventre comme des serpents gris. Adrien s'agenouille. Presse ses mains sur la blessure. Inutile. Il le sait. Pierre le sait. Achève-moi, supplie Pierre. S'il te plaît. Par pitié. Adrien sort le laudanum. Tout ce qui reste, le verse dans la bouche de Pierre. Pas assez pour tuer. Juste assez pour que la douleur devienne supportable. Pierre met 20 minutes à mourir. Adrien lui tient la main. Compte les secondes. 1200. 1201. Pierre meurt à la 1237e seconde. Midi. L'attaque a échoué. Sur les 200 hommes de la première vague, 17 ont survécu. Adrien est l'un d'eux. Il ne devrait pas l'être. Le lieutenant Moreau le regarde avec quelque chose qui ressemble à de la pitié ou du regret. Demain, dit-il. On recommence demain. Cette nuit-là, Adrien ne dort pas. Il sait que demain, il n'aura pas cette chance. La lettre dans sa poche est tachée du sang de Pierre. Il la réécrit. Mot pour mot, sauf la dernière ligne. Il ajoute « Pardonne-moi de ne pas revenir, mais remercie-moi de ne pas revenir brisé. » 16 juin 1915, 4 heures du matin. Adrien donne sa lettre à Henri Duroc. Henri qui est cuistot, qui ne va jamais en première ligne. « Si je ne reviens pas, tu la lui donnes. Tu promets ?» Henri promet. Il survivra à la guerre, rentrera chez lui avec cette lettre et 200 autres. Des derniers mots qu'il n'arrivera jamais à délivrer. La bureaucratie. Les adresses perdues. La honte de se présenter avec la mort dans les mains. 6 heures du matin. L'artillerie commence, mais quelque chose ne va pas. Les calculs sont faux, les coordonnées erronées. Les obus français tombent sur les positions françaises. C'est le chaos. Dans les archives militaires de Vincennes, l'incident est mentionné en 3 lignes. Erreur de transmission. Perte regrettable. Enquête classée. Adrien voit l'obus arriver. Il a le temps de penser à l'ironie. Tué par son propre camp. Tué par un obus peut-être rempli par Élise dans son usine jaune. Il a le temps de toucher une dernière fois la lettre dans sa poche. Le temps de murmurer son nom. Élise. Et puis plus rien. L'explosion le désintègre. Il ne reste que son casque. Avec ses initiales. AM et une lettre tachée de sang dans les affaires d'Henri Duroc qui pleure en l'arrangeant avec les autres. Juillet 1916. Dijon. 1 an après la photo. Élise ne sait pas qu'Adrien est mort. Les dernières nouvelles officielles datent de mai. Porté disparu. Ni mort, ni vivant. Suspendu quelque part entre les deux. Elle continue d'écrire. Ses lettres reviennent maintenant. Non réclamées. Elle les garde dans une boîte. Avec la photo du journal. Celle où il embrasse une lettre qu'elle n'a jamais reçue. L'usine de munitions a fermé après l'explosion qui a tué 8 ouvrières. Élise travaille maintenant comme infirmière à l'hôpital militaire. Elle lave les blessés, change les bandages. Tient la main de garçons qui appellent leur mère. Certains ont connu Adrien. Aucun ne veut parler de lui. Leurs silences lui disent ce que les lettres officielles ne disent pas. Septembre 1916. Un homme arrive à l'hôpital. Henri Duroc. Gazé à Verdun. Il tousse du sang. Quand il apprend qu'elle est Élise Fournier, il devient blanc. Plus blanc que les draps. Il veut parler. Ne peut pas. Tousse. Crache. Dit juste. Adrien. Lettre. Pardon. Et puis il meurt. Dans ses affaires,
213 lettres. Toutes des derniers mots. Toutes non délivrées. Celle d'Adrien n'est pas là. Henri l'a perdue. Ou cachée. Ou envoyée au mauvais endroit. On ne saura jamais. Novembre 1916. La vie officielle arrive enfin. Mort pour la France. 16 juin 1915. Presque un an et demi après. Élise ne pleure pas. Elle n'a plus de larmes. Elle range la vie avec les lettres revenues. Avec la photo. Continue de porter l'engrenage autour du cou. Les gens commencent à dire qu'elle devient folle. Qu'elle parle toute seule. Qu'elle compte à voix haute. Les heures. Comme on compte les battements du cœur. 1. La guerre est finie. Les hommes reviennent. Pas Adrien. Élise a 26 ans. Elle ressemble à une vieille femme. Son père, le boulanger, veut qu'elle épouse Lucien Armand. Veuf. 2 enfants. Un commerce qui marche. Elle refuse. Il insiste. Menace de la mettre à la rue. Elle cède. Le mariage a lieu en mars 1919. Les registres paroissiaux notent que la mariée ne souriait pas. 1919-1935. 16 ans. Élise est Madame Armand, mère de 2 enfants qui ne sont pas les siens, puis de 2 autres qui le sont. Elle fait son devoir. Cuisine. Nettoie. Se tait. Lucien n'est pas méchant, juste absent. Il ne remarque pas qu'elle porte toujours l'engrenage, qu'elle garde une boîte sous leur lit, qu'elle disparaît parfois des heures pour marcher jusqu'au monument aux morts et chercher le nom d'Adrien qui n'y est pas. Porté disparu. Pas officiellement mort pendant longtemps. 1. 3 novembre. 15 heures. Élise épluche des pommes de terre. Ses mains sont rouges et gercées. Son fils cadet, Paul, fait ses devoirs sur la table. On frappe. Elle n'a pas envie d'ouvrir. Sûrement un vendeur. Ou le curé. Elle s'essuie les mains. Ouvre. Le facteur. Monsieur Lebrun qu'elle connaît depuis toujours. Il tient une lettre. Il a l'air bizarre. Embarrassé. Madame Armand? Non, dit-il. Mademoiselle Fournier. Il tend l'enveloppe. L'adresse est à moitié effacée. Le timbre date de 1915. Le cachet de la poste militaire. Réexpédié par le dépôt des correspondances non réclamées de Reims, lit-il. Ils font le tri. Des vieilles lettres. Celle-ci était dans un lot de 1916. Je suis désolé. Élise prend la lettre. Ses mains ne tremblent pas. Pas encore. Elle reconnaît l'écriture même à travers les taches brunes qui sont du sang. Elle le sait. Elle ferme la porte au nez du facteur. S'appuie contre le mur. Paul demande ce que c'est. Rien, dit-elle. Va dans ta chambre. Le garçon obéit. Elle monte. S'enferme dans la chambre. S'assoit sur le lit qu'elle partage avec Lucien. Regarde l'enveloppe. 20 ans. Cette lettre a mis 20 ans. Elle l'ouvre. Les mots sont difficiles à lire. L'encre a coulé. Le sang a tout taché. Mais elle connaît ces mots. Les devine plus qu'elle ne les lit. Si cette lettre t'arrive, c'est que je n'ai pas survécu. Le cœur d'Élise s'arrête. Repart. Elle continue. Mais sache que mourir en pensant à toi, c'est vivre encore. Et puis la dernière ligne, celle qu'elle doit lire 3 fois pour comprendre. Pardonne-moi de ne pas revenir. Mais remercie-moi de ne pas revenir brisée. Soudain, elle comprend. Cette photo dans le journal. Ce n'était pas un geste de foi. C'était un adieu. Il savait qu'il allait mourir. Et il a choisi de mourir entier plutôt que de revenir en morceaux. Comme tous ces hommes qu'elle a vus à l'hôpital. Sans jambes, sans visage, sans âme. Vivant mais mort dedans. Elle sort la boîte de sous le lit. La photo est là. Adrien embrassant la lettre qu'elle tient maintenant. 20 ans de retard, 20 ans de questions, de culpabilité, de « et si ». Et maintenant, elle sait. Il l'aimait assez pour ne pas lui imposer un fantôme. Pour ne pas rentrer et la regarder avec des yeux qui auraient vu trop d'horreur. Des mains qui auraient tué trop d'hommes. Elle prend le petit réveil sur la table de nuit. Celui qu'Adrien avait réparé juste avant de partir. Il est arrêté depuis 1916, le jour où elle a reçu l'avis de décès. Elle tourne la clé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le tic-tac reprend.
comme un cœur qui recommence à battre. Elle compte. 1, 2, 3, 4. Pour la première fois depuis 20 ans, elle sourit. Un vrai sourire. Pas de joie, de paix, de compréhension, d'acceptation enfin. Ce soir-là, Élise ne prépare pas le dîner. Pour la première fois en 16 ans, Lucien rentre. Trouve la maison dans le noir. Les enfants chez la voisine. Élise assise dans le salon, la lettre dans une main, la photo dans l'autre. Elle ne pleure pas. Elle sourit. Ce sourire lui fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui tend la lettre. Il lit. Ne comprend pas. Un ancien amoureux, dit-il. Avant moi. C'est du passé. Laisse les morts avec les morts. Élise le regarde. Vraiment le regarde pour la première fois. Lucien. Brave homme. Bon père. Mais qui n'a jamais compté les heures comme on compte les battements du cœur. Qui n'a jamais su que certains amours ne meurent pas. Ils se suspendent, comme les montres arrêtées, attendant juste qu'on leur redonne le mouvement. Tu ne comprends pas, dit-elle doucement. Cette lettre a voyagé 20 ans pour me trouver. Elle était perdue dans un entrepôt à Reims avec des milliers d'autres. La probabilité qu'elle me parvienne était presque nulle. Mais elle est là. Tu sais ce que ça signifie? Lucien hausse les épaules. Que la poste fait enfin son travail? Non. Ça signifie que certaines choses doivent arriver. Même si ça prend 20 ans. Même si tout le monde a oublié. Même si celle qui attend a épousé quelqu'un d'autre. A eu des enfants. A vieilli. L'amour trouve toujours son chemin. Même à travers la mort. Surtout à travers la mort. Cette nuit-là, Élise ne dort pas dans le lit conjugal. Elle s'installe dans le grenier avec la lettre, la photo et le réveil qui tic-tac. Elle écrit. Pas à Adrien, à elle-même, à celle qu'elle était à 23 ans, à celle qui a attendu, qui a espéré, qui a fini par céder. Elle lui dit qu'elle avait raison d'attendre, que l'amour reviendrait, différemment, mais qu'il reviendrait. 1. Élise demande le divorce. Scandale à Dijon. Une mère de famille qui quitte son mari pour le souvenir d'un mort. Lucien refuse d'abord, puis accepte. Il ne veut pas vivre avec un fantôme. Élise retourne vivre chez son père, vieux maintenant. Il ne comprend pas mais l'accepte. Elle reprend son nom. Élise Fournier. Elle trouve du travail comme gouvernante chez une famille bourgeoise. Les Martineau. Leur fils aîné a perdu une jambe à Verdun. Il ne parle jamais de la guerre, sauf avec elle. Parce qu'elle comprend. Parce qu'elle ne pose pas de questions. Parce qu'elle sait compter les heures comme on compte les battements du cœur. Un jour, il lui demande comment elle sait. Elle lui montre la photo. Lui raconte l'histoire. La lettre qui a voyagé 20 ans. Il pleure. C'est la première fois qu'il pleure depuis son retour. Il lui dit que des hommes comme Adrien, il en a connu. Des hommes trop sensibles pour cette boucherie. Qui sont morts pour ne pas devenir des monstres. C'étaient les meilleurs d'entre nous, dit-il. 1. Nouvelle guerre. Les Allemands occupent Dijon. Élise cache 2 familles juives dans la cave des Martineau. Quand on lui demande pourquoi elle risque sa vie, elle répond simplement « Parce qu'Adrien l'aurait fait. Il réparait les choses cassées, les montres, les vies. C'est ce qu'il aurait voulu que je fasse. » 2. La guerre est finie. Les familles cachées ont survécu. L'une d'elles a un fils, David, horloger comme Adrien. Élise lui donne le réveil. Celui qui a recommencé à tic-taquer en 1935. Gardez-le en marche, dit-elle. Pour que le temps n'oublie pas. 3. Élise a 73 ans. Elle vit dans une petite chambre au-dessus de l'ancienne boutique d'Adrien, transformée en épicerie. Elle est malade. Le médecin dit que c'est le cœur. Elle sait que c'est le temps. 52 ans qu'elle compte les heures. C'est assez. Elle sort la boîte. La lettre est jaunie, fragile comme une aile de papillon. La photo aussi. Mais on voit encore Adrien, son visage tourné vers quelque chose qu'on ne voit pas. L'avenir peut-être, ou le passé, ou cet instant suspendu où le temps n'existe plus. Elle écrit une dernière lettre, à sa petite fille, Marie, qui a 20 ans, l'âge qu'avait Élise quand tout a commencé. Elle lui lègue la photo et la lettre. Avec ces mots,
Certaines histoires ne doivent pas finir. Elles doivent continuer à voyager. Comme cette lettre qui a mis 20 ans à m'atteindre. Un jour, tu comprendras pourquoi je te les donne. Le jour où tu apprendras à compter les heures comme on compte les battements du cœur. Elle meurt cette nuit-là, dans son sommeil. On la trouve au matin, souriante, la main sur le cœur, sur l'engrenage qu'elle n'a jamais enlevé. Le médecin note l'heure du décès. 3h33, l'heure exacte où Adrien est mort 52 ans plus tôt. Coïncidence, dit le médecin. Le hasard n'existe pas, murmure Marie en serrant la boîte contre elle. Aujourd'hui, Marie a 89 ans. Elle vit toujours à Dijon. Dans sa chambre, sur sa table de nuit, une boîte en bois de cerisier. Dedans, une photo jaunie. Un soldat embrasse une lettre. Cette lettre qui a voyagé 20 ans, qui a transformé une vie, qui continue de prouver que l'amour n'a pas besoin de présence pour exister, juste de mémoire, de patience, et de la certitude que certaines choses trouvent toujours leur chemin, même si cela prend 20 ans, même si cela prend une vie entière. Parfois, Marie sort la photo, la regarde, et sourit, parce qu'elle sait ce que sa grand-mère savait, ce qu'Adrien savait en embrassant cette lettre en 1915, que mourir en aimant, c'est la seule façon de vivre pour toujours, et que certaines lettres n'arrivent jamais en retard. Elles arrivent exactement quand elles doivent arriver, quand on est enfin prêt à les recevoir, quand on a appris à compter les heures comme on compte les battements du cœur. La leçon ? L'amour véritable ne se mesure pas en présence, mais en permanence. Pas en années partagées, mais en secondes qui comptent. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de ne pas revenir, de préserver l'autre de ce qu'on est devenu, de mourir entier plutôt que de vivre brisé. C'est ce qu'Adrien a choisi. C'est ce qu'Élise a fini par comprendre, 20 ans plus tard. Juste à temps pour pardonner. Juste à temps pour vivre enfin. Et voilà comment se termine cette histoire fictionnelle, inspirée de faits réels et de lettres retrouvées dans les archives de la guerre. Une histoire qui nous rappelle que parfois, l'amour le plus pur n'est pas celui qui dure, mais celui qui survit au temps, au silence et à la mort. L'amour véritable ne demande pas d'être présent, il demande de ne jamais être oublié. Et vous, avez-vous déjà attendu une lettre qui n'est jamais arrivée? Croyez-vous que certaines âmes se retrouvent, même après des décennies? Et si une lettre du passé venait jusqu'à vous aujourd'hui, qu'aimeriez-vous qu'elle dise? Écrivez le mot « espoir » dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez. Et si, dans votre famille, il existe un souvenir, une photo, ou une lettre ancienne qui cache une histoire que le monde devrait entendre. Peut-être qu'un jour, votre histoire deviendra la prochaine que nous raconterons ici. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Cliquez sur le pouce si celle-ci vous a touché. Activez la cloche pour les nouvelles publications. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que certaines lettres arrivent toujours, même après 20 ans.